Il a été opportun que ce projet de loi soit nommé confiance dans la vie politique. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est comment on rétablit la confiance qui semble avoir été rompue avec nos élus et comment on cesse de jeter un voile de suspicion sur l'ensemble des élus locaux, et je sais qu'ils sont nombreux dans cette salle, qui eux, en général, sont exemplaires et ont plutôt à pâtir de comportements que eux-mêmes, évidemment, n'ont pas. Je pense qu'il faut aller plus loin, notamment dans le cadre des parlementaires, justement pour lutter contre cet aspect de suspicion. On a beaucoup parlé dans la campagne présidentielle de la question du lobbying, de la question potentielle de la mise sous influence d'un certain nombre de parlementaires. Le lobbying, ça recouvre beaucoup de choses. Ça peut être des associations qui viennent vous parler, ça peut être des syndicats professionnels, ça peut être des fédérations. Donc ça a aussi une vertu qui est que vous ne pouvez pas prétendre en tant que parlementaire connaître l'ensemble des sujets qui vous sont présentés et être spécialiste de tout. Donc rencontrer des spécialistes, c'est évidemment utile. Mais moi je pense qu'il faut faire état publiquement de celles et ceux que vous rencontrez, notamment dans le cadre justement de ces lobbyistes. Le Parlement européen est plus exemplaire en la matière. Il y a une liste, par exemple, de lobbyistes qui sont accrédités au Parlement européen et donc qui sont habilités à venir rencontrer les parlementaires. Je suis pour qu'il y ait cette liste de lobbyistes qui sont habilités à entrer dans l'enceinte de nos assemblées, Assemblée nationale et Sénat. Et je suis pour que les parlementaires fassent état de manière extrêmement simple avec qui ils ont déjeuné, de qui ils ont rencontré, et de le justifier par rapport évidemment soit au projet de loi, aux propositions de loi qu'ils ont envie de formuler, soit par rapport aux intérêts de leur territoire. Et je pense que ça, c'est avec la transparence, et moi je suis en faveur de toutes les lois sur la transparence de la vie politique, je pense que c'est avec la transparence que l'on rétablira aussi de la confiance envers l'ensemble de nos élus et de nos représentants. Eh bien, moi je suis moi aussi pour la transparence de la vie politique, même si je le fais contre la loi. Je m'en suis expliqué d'ailleurs, j'étais l'orateur de mon groupe sur ce texte. Je suis d'accord pour les contrôles, pour la publicité, des moyens dont nous disposons, et que tout cela fasse l'objet de tous les contrôles que vous voulez. Je veux bien qu'une escouade de fonctionnaires, je ne sais pas d'où d'ailleurs, peut-être de l'Assemblée nationale, traite ce qui pourrait être quelque chose comme 1 million ou 1,5 million de dépenses par an engendrées par tous les députés de l'Assemblée nationale, puisque c'est à peu près l'ordre de grandeur. Je ne sais pas combien il faudrait recruter de personnes pour faire ça, mais admettons. C'est un peu gadget, mais je suis fermement opposé à ce qui vient d'être évoqué. D'abord, pas sur le fait que la liste des lobbies soit composée, elle existe. C'est en place. Enfin, la liste existe. L'accréditation, très franchement, c'est un phénomène parfaitement marginal, et ce n'est pas ça qui pose problème. Deuxièmement, je vous le dis tout de suite, mesdames et messieurs, je n'ai pas du tout l'intention de publier intégralement, semaine par semaine, la liste complète des personnes que j'ai rencontrées et des motifs pour lesquels je les ai rencontrées. Pour une raison très simple. L'exercice d'un mandat d'élu, quel que soit son niveau, réclame de temps en temps de la discrétion, de la confidentialité. Ça n'est pas une insulte faite à la transparence. C'est tout simplement que de temps en temps, il y a un temps pour les négociations, il y a un temps pour les préparations. Et ça existe absolument dans tous les aspects de la vie quotidienne. Et si vous faites ça, je vous le dis, vous ne rencontrerez personne. Pour des raisons très simples, simplement, il y a un moment où on discute discrètement, puis un moment où on discute de manière ouverte. C'est comme pour les amendements, c'est comme pour les propositions de loi, il y a un certain nombre d'autres choses comme celle-là. Sur la charte d'ADD, on avait déjà eu ce débat il y a un an et quelques. J'étais favorable, j'étais même plus parfaitement d'accord avec la limitation du nombre de mandats. J'ai été aussi l'orateur de mon groupe sur le cumul des mandats, j'ai aussi voté contre cette loi. Parce que j'ai considéré qu'il faudrait garder un mandat parlementaire avec un mandat exécutif et un seul, pour simplement me permettre de continuer d'exercer dans son territoire des choses qui complètent le mandat d'un parlementaire. Un et un seul, y compris les présidences d'offices de tourisme, de CCAS, de syndicats, de sociétés d'HLM, de je ne sais pas quoi. Un et un seul. C'était une position d'équilibre, c'est celle que le groupe m'avait demandé de porter. Nous n'avons pas été entendus. C'est ainsi, je parle de fonction exécutive. Et enfin, le cumul des mandats dans le temps, très bien. La conséquence, c'est que ça nous aurait empêché d'avoir un certain nombre de maires extrêmement talentueux qui sont au-delà de 3 mandats, qui sont allés au-delà. Ça aurait été dommage pour la ville de Rambouillet, pour la commune de Rézeux, pour celle de Gambézeuil,
et un certain nombre d'autres, et pour laisser le déborde également, puis un certain nombre d'autres. Il y en a qui sont fatigués au bout de 6 mois de mandat, d'autres qui ont une pleine pêche au bout du 4e. Laissons les citoyens décider de ça. Mais je suis bonne patte, je veux bien apporter mon soutien à cette disposition, même si là encore ça me paraît complètement un gadget. Je reviens sur la transparence, j'ai oublié de dire tout à l'heure. J'ai voté contre ce texte, pourquoi? Si vous en doutez, je me permets de vous renvoyer au compte rendu de l'Assemblée nationale sur ce sujet. Je n'accepte pas l'idée qu'un élu, au motif qu'il est élu, doive déclarer son patrimoine, les revenus de son épouse, quand elle n'est pas liée à l'exercice du mandat du parlementaire, et de sorte qu'il n'y ait plus aucune espèce de protection des éléments de la vie privée d'un ménage. Je suis très fermement opposé à ça. Et je suis très fermement favorable à ce qu'une limite existe entre les fonctions publiques et la protection de la vie privée. Les élus aussi ont droit à la protection de leur vie privée. Et je suis absolument opposé à toute forme d'intrusion de cette nature. Et je suis également opposé à ce qu'un service administratif exerce une tutelle sur le Parlement. J'ai voté contre la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique, parce que c'est une administration qui exerce un contrôle sur le Parlement. Je vous le dis, l'enjeu de ces lois, c'est de savoir si oui ou non la liberté du Parlement, sa liberté d'action, sa liberté de vote d'une certaine façon, sera préservée ou ne sera pas préservée. Moi je suis attaché à la liberté du Parlement. On contrôle tout ce que vous voulez. J'ai signé des déclarations sur l'honneur sur le fait que je m'engageais à utiliser mon indemnité de mission dans le cadre de l'exercice de mon mandat parlementaire. Je suis passible de sanctions si jamais je suis contrôlé et que ce n'est pas le cas. Je sais à quoi je m'engage. Bien sûr que je voterai là aussi la disposition qui interdit à un parlementaire de travailler avec son épouse. Moi j'ai considéré très dangereux de travailler avec la mienne, qui est là d'ailleurs, qui ne l'a jamais demandé, et qui n'y pense pas, et moi non plus, et donc ça ne me dérangera pas plus que ça. Maintenant, là encore, allons-y, faisons cela, et nous aurons, comme dans d'autres assemblées, des comportements qui contourneront ça allègrement. Mais, admettons, liberté du Parlement, et deuxièmement, un mot sur la réserve parlementaire, j'espère qu'on pourra en parler. Ne touchez pas à la réserve parlementaire. C'est une question d'oxygène pour les associations et pour les communes. Ça n'a rien à voir avec la moralité de la vie publique, ça a à voir avec la déconcentration du jacobinisme et de la toute-puissance de l'État. Bien, Madame, Monsieur, merci, et bravo pour finalement avoir été assez largement respectueux du code tel qu'imposé. Bien, je crois qu'il ne faut pas me tromper, même si ça n'apparaît pas encore en retour à l'image, que le temps est venu de passer aux questions d'Assad avant que nous revenions aux conclusions des deux candidats. Alors, les questions d'Assad, au départ, elle avait 17 minutes. Si c'était à la proportion, parce que c'était prévu tout à l'heure par rapport à ce qui était fait, on part pour une grande demi-heure, un minimum. En tout état de cause que je vous demande, je rappelle les caractéristiques de l'exercice, des questions courtes, pour des réponses courtes, de telle manière que personne ne repart avec sa question d'opposé et puis ses relents d'insatisfaction. Donc la parole est à la salle, avec un micro qui doit être baladé quelque part, il y en a même deux. Karine, tu attrapes le micro qui est là, s'il te plaît, et puis tu le donnes. Je vais même demander sur une marque, peut-être, non? Non. Et sinon, non, je ne sais pas cette fille. Je vais donner le puis je vais faire celui-là. Allez. Bon, merci pour cet échange. Madame Berger, merci. Monsieur le député, merci beaucoup. Je voudrais revenir juste 2 secondes sur les relations avec monsieur Vladimir Poutine, qui a été reçu par le président de la République au Palais de Versailles pour la cérémonie de Pierre le Grand. Je rappellerai simplement que la diplomatie française est ancrée depuis très longtemps dans notre histoire profonde, car vous vous souvenez tous, et surtout vous deux, que le roi François Ier avait reçu au château de Chambord, qui n'était pas encore terminé, Charles Quint, qu'il avait gardé prisonnier pendant 1 an. La diplomatie, c'est ça, la puissance de la France, c'est ça, et il faut savoir discuter avec son adversaire pour au moins savoir ce qu'il fait. Alors maintenant, je reviendrai, il y a 2 choses qui m'ont interpellé, qui n'ont pas été abordées. Donc je vous poserai juste 2 questions à tous les deux. Le président de la République, dans sa campagne présidentielle, a affirmé haut et fort, pour faire plaisir à beaucoup d'entre nous, qu'il supprimerait, dans un délai très court, 80% de la taxe d'habitation
pour nos compatriotes. Vous avez été tous les deux, Monsieur Poisson et puis vous, Madame Berger, vous êtes des élus de la République. J'étais moi-même élu pendant 3 mandats. J'aimerais savoir comment vous voyez le remplacement de cette taxe d'habitation, car vous savez que ça représente entre 25 et 30% des recettes de fonctionnement de nos communes. Ça suffira. Allons-y, il a été beaucoup trop long sur la première, il aura encore 3 secondes. Alors c'était pas vraiment une question sur la question diplomatique, mais moi je m'honore du fait qu'en effet il a été reçu, mais que les choses aient été dites, et d'avoir le président de la République française qui, devant Vladimir Poutine et devant les caméras du monde entier, ait parlé des camps, notamment en Tchétchénie pour les LGBT, ou ait parlé de l'influence de médias comme Russia Today et Sputnik. Justement, je pense que c'est aussi une forme de détermination, de force et de recouvrement de puissance que de pouvoir recevoir quelqu'un de manière respectueuse, tout en lui disant des désaccords extrêmement fermes. Sur la question de la taxe d'habitation, je suis ravie de pouvoir clarifier ce point, et j'espère de vous rassurer, puisqu'il n'est pas question de suppression de la taxe d'habitation, mais bien d'une exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, ce qui n'est pas la même chose. Quand vous exonérez, cela veut dire que vous ne supprimez pas. La taxe d'habitation reste. La liberté, si madame, la liberté de fixation des taux reste évidemment le choix des municipalités et des maires. Il se trouve que nous considérons que la taxe d'habitation est un impôt injuste, puisque dans nos communes, nous payons probablement plus, voire certainement plus de taxes d'habitation qu'au centre de Paris, même si nous avons une qualité de vie qui nous honore, nous n'avons pas forcément partout le même niveau de services publics que ceux qu'on peut avoir dans le centre de Paris. Donc on exonère 80% des Français, c'est budgété sur l'ensemble du quinquennat à 10 milliards d'euros. C'est un choix politique majeur, évidemment, et nous l'assumons, et nous l'avons dit dès le projet présidentiel, donc pas de suppression, une exonération, une compensation à l'euro près, un comité d'évaluation de cette compensation qui se réunira tous les 6 mois pour vérifier justement s'il y a eu des changements de volume de population aussi au sein de nos communes, de manière à compenser réellement et à l'euro près. Je sais que des réformes précédentes ont pu échauder un certain nombre de maires, je les comprends. Et enfin, le fait que le président de la République a réaffirmé dans l'Association des maires de France qu'il ne toucherait pas à la dotation globale de fonctionnement, ce qui n'a pas été le cas lors des 2 derniers quinquennats. Bien, vous avez vu là l'illustration de ce qu'il ne faut pas faire, tant en termes de questions que de réponses, pas en termes de timing, non pas de qualité de réponse, bien sûr. Je vous demande des questions rapides avec des réponses rapides. J'ai eu au moins une quinzaine de bras se lever, partout comme ça, on aura 4 questions, c'est pas suffisant. Tu donnes ta réponse si tu veux bien. Ah oui, évidemment, on joue sur les mots. Exonérer 80% des locataires de la taxe d'habitation, ça veut dire priver les communes d'un montant de recettes qui s'échelonne entre 15 ou 16% dans certains cas, jusqu'à 20-25% dans d'autres cas. Tous les maires le savent. Évidemment qu'il n'y aura pas de compensation. L'histoire ne se rappelle pas de la dernière fois que l'État a compensé une recette qu'il a prise aux communes. Il n'y a pas d'exemple précédent. Et vous pouvez prendre tous les sujets que vous voulez. Ça fera peser la responsabilité de l'impôt très clairement sur les 20% d'allocataires qui restent. Mais heureusement qu'on gardera la possibilité d'avoir de la taxe d'habitation. Mais si 80% sont exonérés, ça veut dire qu'il n'y en a plus que 20% qui la payent. Si on fait une obligation sur les 20% qui payent, qui restent, si on augmente la taxe d'habitation, il n'y a que les 20% qui la payent, qui la suivront. Enfin, faut pas, parce que, pardonnez, non, c'est pas, excusez-moi. Il n'y aura pas de compensation, nous n'y croyons pas. Vous n'en êtes pas plus sûr que moi. Mais le projet du président de la République, on verra bien ce qui se passe. Il n'aura pas les moyens pour le faire, et personne ne s'attend à ce qu'il le fasse. Et encore une fois, il n'y a pas de précédent. Donc ne faites pas croire des choses qui ne vont pas se produire. Personne ne croit ça. La réalité, c'est que ce sont les contribuables qui restent. Les services municipaux qui vont être augmentés, et donc toute la population dans son entier le subira. Ne croyons pas cette espèce de projet qui n'a pas de sens sur cette exonération. Bien, d'autres questions au premier rang? Oui, merci. Tu prendras à droite et Olivier, tu prendras à gauche. Une question sur la ruralité. Il est prévu l'installation d'un camp des gens des voyages. C'est une toute petite commune de Saint-Martin-de-Récancourt, dans le sud des Yvelines. Donc, je vais avoir votre avis sur cette implantation qui va déstabiliser le village. Ça a beaucoup changé, parce qu'au départ, en effet, c'était sur Saint-Martin-de-Récancourt.
Ensuite, ça a été envisagé au Vessar. Maintenant, on nous dit que ce sera à Poigny. Enfin, excusez-moi, mais pour être allé à Poigny encore lundi, excusez-nous, mais je peux vous assurer qu'à Poigny, et le maire vous le confirmera, il estime qu'en effet, il y a un risque d'air de grand passage, soit installé sur sa commune, et soit au sein notamment d'une zone qui est protégée. Il suffit de vous balader aussi d'ailleurs dans Poigny pour voir les très nombreuses affiches des habitants qui s'opposent à l'installation d'une aire de grand passage sur leur commune, puisque en tout cas aujourd'hui, même s'il n'y a pas eu de décision prise de manière définitive par la préfecture qui arbitre sur la question de l'aire de grand passage, bien malheureusement, c'est la situation qui nous a été décrite et qui a été très vivement, évidemment, contestée par les élus locaux et par les habitants pour plusieurs arguments. Un, parce qu'on est dans une zone protégée. Deux, parce que nous sommes sur une zone qui est extrêmement accidentogène. Et donc, évidemment, ce projet soulève un certain nombre de questions et je pense que la préfecture devrait, de manière extrêmement rapide, donner ses préconisations et écouter les habitants. Et là encore, le problème, c'est qu'il y a une absence totale de concertation sur le sujet. Non, on dit que c'est l'inverse parce que ça a d'abord été envisagé à Poigny, puis aux Essarts, puis maintenant à Saint-Martin-de-Toncourt. C'est dans cet ordre-là que ça s'est fait. Excusez-moi, ça fait 3 ans que je m'occupe de cette question, je suis bien placé pour savoir. Il y a plusieurs problèmes sur ce domaine. D'abord, ce n'est pas l'État qui arbitrera, puisque c'est une compétence de la communauté d'agglomération, de droit. Et le problème que nous avons, c'est que la communauté d'agglomération, Monsieur le Président, sollicite l'État sur 2 sujets. Premier sujet, en dehors de l'emplacement. Je prétends qu'il n'y a pas d'emplacement qui puisse répondre à ce besoin dans le périmètre de l'agglomération de Rambouillet-Territoire. Et je prétends qu'on ne trouvera pas d'endroit qui permette de satisfaire tous les besoins à la fois. 400 caravanes, c'est-à-dire plus de 2 hectares, des installations minimales, mais qui existent, avec toutes les conditions réunies pour la sécurité des personnes et la sécurité routière. Il y a 2 questions à traiter sur lesquelles, effectivement, l'État devrait avancer, il ne le fait pas. La première, c'est si ça pèse sur Rambouillet-Territoire, et encore une fois, ça devient une décision du territoire. Si ça pèse sur Rambouillet-Territoire, alors Rambouillet-Territoire portera une charge qui aurait pu être portée par d'autres collectivités. Et donc la question se pose de savoir quel est le concours financier que les autres collectivités apporteront à Rambouillet-Territoire pour porter seul ce qui est une charge. Une aire de stationnement de gens du voyage, par an, ça coûte une centaine de milliers d'euros. Il faut que vous ayez en tête ce chiffre. Je parle que d'une aire de stationnement. Et la deuxième question qui est posée, ça sont les agriculteurs qui nous la posent. On peut, comme dans certains autres territoires, imaginer qu'il y ait une présence tournante des aires de grand passage pour soulager un peu, pas que ça tombe toujours sur les mêmes, pour être égal, pardon de parler comme ça. Mais les agriculteurs demandent à ce moment-là que préalablement, on ait défini les modalités d'indemnisation, et que deuxièmement, on ne prenne pas 8 mois et demi ou 2 ans pour se dire « Ah bah oui, votre champ il n'est pas tout à fait perturbé, donc c'est bon, on indemnise qu'un coup, etc. » Tant que ces 2 préalables ne sont pas réglés, et ça ne peut pas être la compétence de la communauté, il n'y a pas de discussion possible. Et je termine en disant que j'ai fait tout ce que je pouvais, à la fois comme président de l'AGO et comme député, pour empêcher ces installations à Rambouillet-Poigny. Monsieur le maire de Rambouillet, qui n'est pas là, était présent avec moi chez le préfet à Versailles il y a 2 ans, dans une réunion qui a été assez vive. Je ne crois pas que ce soit possible de l'installer aux Essarts-le-Grand, j'avais dit d'ailleurs une cérémonie de vœux, et ça s'est réalisé pour des raisons de sécurité routière et la présence des temps étricoles juste à côté. Pas davantage ça ne s'installera à Saint-Martin-de-Brétancourt parce que l'espace ne s'y prête pas. Le maire de Saint-Martin est là, il sait bien ce que j'en pense. Donc il va falloir trouver ailleurs. C'est la position des élus du territoire jusqu'ici. Voilà ce que je peux répondre. Ok, merci. Je vais laisser développer par des mains, mais ça m'a semblé souhaitable par rapport à l'information que j'avais ça. Là, une question à droite, bien dans la question à gauche après. Là, il y a une question droite qui se fait ici. Oui, il y en a à gauche après, on va faire la question. Allez-y, en face. J'avais une question par rapport à... Ah, ça va. C'est bon. Ça doit être bon. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie des 2 intervenants. J'ai une question par rapport à la question de la visite du député M. Jean-Frédéric Poisson en Syrie, et ensuite à Damas, et ensuite en Tripoli, en Libye. Donc 2 États qui sont en difficulté avec la France, puisque les ambassades de France sont fermées en Syrie depuis 2012, et vous avez été en 2015. Donc en Syrie, vous avez dit qu'il y a l'État islamique
et les frères musulmans qui se sont alliés. Et quand vous avez été en Libye, vous avez visité Libya, qui s'appelle Aube libyenne, qui ont pour allier les brigades de Misrata, qui sont financées par les frères musulmans. Donc comment expliquez-vous que d'un côté, en Syrie, vous accusez les frères musulmans d'être alliés à l'État islamique, et vous allez en Libye, et vous allez rencontrer des gens qui sont aidés par les frères musulmans. Ça, c'est le premier point. Et le dernier point que je voulais rapidement évoquer par rapport à cette affaire, c'est qu'en Libye, c'est dans cette zone-là exactement, et la plus forte population de gens qui partent vers l'Europe sort. Donc, en 2015, après votre visite, il y a plus d'un million d'immigrés qui sont partis vers l'Europe. Donc, comment expliquez-vous que dans des pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec la France, une députée française puisse aller dans ces pays, et surtout lorsqu'ils soutiennent le terrorisme? Une précision simplement pour la salle. Si une question est posée à l'intention d'un des candidats, l'autre n'a pas obligation naturellement de répondre. Je veux dire que c'est le choix de la question qui justifie la nature de la réponse. J'espère que vous ne prétendez pas que c'est ma faute si 1 million de réfugiés libres sont passés par la Libye pour aller en Europe après qu'ils soient passés, parce que là ce serait un peu fort. J'avais pas ce pouvoir-là. Monsieur, ça s'explique très simplement. Les frères musulmans ont des stratégies différentes selon les pays dans lesquels ils se trouvent. Ils participent au Parlement égyptien. Ils ont d'ailleurs pas trop mal figuré. Ils ont essayé de battre le maréchal Sissi aux élections il y a 2 ans. Il y a un an et demi, pardon. Oui, je crois que c'est ça. Ils n'y sont pas parvenus. Je renvoie au petit bouquin que j'ai écrit sur le sujet dans lequel je décris. L'épisode libyen. J'ai entendu des responsables libyens qui sont venus au Parlement français, qui ont demandé à rencontrer un certain nombre de députés, dont moi, en délégation, en disant « Nous sommes prêts à faire en sorte que des camps de réfugiés s'installent en Libye, sous le contrôle du commissariat des réfugiés, sous le contrôle de l'ONU et de l'Organisation mondiale de la santé. Nous payons ces camps. Nous les mettons sous contrôle international pour que les pays européens puissent venir examiner les demandes de visa avant qu'ils ne traversent la Méditerranée plutôt qu'après. » J'ai, trouvé que cette idée était une idée qui était intéressante. J'ai été convié à visiter les camps de réfugiés en Libye. J'en ai visité 4. J'ai rencontré un certain nombre d'autorités libyennes de l'époque. Bien sûr, un certain nombre d'autorités libyennes sont membres des frères musulmans, évidemment, je le sais. Simplement, comme il a été dit à l'instant, la diplomatie, ça consiste à discuter avec tout le monde. Si effectivement nous avons raté la solution de discuter avec les Libyens pour mettre fin aux filières de passeurs, c'est dommage. En tout cas, les Italiens, eux, le font, coopèrent avec la Libye, d'autres États le font. Et malheureusement, si nous ne sommes pas capables au moins d'écouter simplement, au moins d'écouter, pour savoir si ce qu'on nous raconte en France est vrai ou pas. Et encore une fois, il y a tellement d'informations qui circulent dans tous les sens que, moi je vais sur place pour me rendre compte par moi-même. Je n'engage, et pas la France bien sûr, je suis libre de mes déplacements, et ça fait partie de la liberté d'un parlementaire, que ça plaise au Quai d'Orsay ou que ça ne lui plaise pas. Merci. Question à gauche. Oui, bonjour. Charles Thune, ADD1, et je dirais même YDD1, puisque l'ancêtre de ADD, c'était IDD. Donc tout d'abord, en tant qu'ADD1, je tiens à complimenter le délégué général pour son impartialité. Donc Chirac vient depuis 1976 à la création du RPR. Donc voici la relique. Je suis resté fidèle aux valeurs gaullistes et à travers celles-ci au compagnon général Larcher, d'où les campagnes à ses côtés et aux côtés de ses alliés depuis 1986. C'est ainsi que j'ai organisé des réunions chez moi pour monsieur le député, ne pouvant deviner que 5 ans plus tard, vous serez capable d'un mini entre Macron et Le Pen. Aussi ma question à M. Poisson est la suivante. Après avoir déclaré votre préférence pour Marion Le Pen à Nathalie Kosciusko-Morizet, en est-il de même pour Alain Juppé, qui vient de déclarer son soutien exceptionnel à Aurore Berger, votre challenger?
Je suis surpris de cette question, M. Thioune, parce que je vous ai répondu personnellement dans votre boîte mail. Et je vous ai dit, et je vous demande de vérifier, qu'effectivement, j'ai dit que, textuellement, sur un certain nombre de sujets, je suis plus proche de ce que pense Marion Maréchal que Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais vous aussi. Vous aussi. Vous êtes contre la dépénalisation du cannabis. Madame Kosciusko-Morizet est pour. Vous êtes sans doute favorable à une maîtrise de l'immigration. Madame Kosciusko-Morizet n'est pas favorable. Et il y a un certain nombre d'autres sujets comme cela, parce que le débat public est ainsi, qui marque les différences entre les personnes. Je vous l'ai écrit, je vous l'ai dit. Je suis très surpris que vous me reposiez la question aujourd'hui, même si je ne suis pas du tout dérangé par le fait que vous le fassiez. Et par rapport à M. Juppé, je ne crois pas, moi, dans la vision de la France que défendait Alain Juppé. Je l'ai affronté la primaire pour cette raison. J'ai soutenu son opposant au deuxième tour de la primaire de la droite et du centre. Et par ailleurs, ce qui m'intéresse surtout dans le soutien d'Alain Juppé à Mme Berger, c'est le fait qu'il y a quelques mois encore, M. Juppé considérait que le programme de M. Macron n'avait aucun sens, qu'il n'avait pas beaucoup d'intérêt et qu'il y avait énormément de contradictions dans le fait que M. Macron refuse de se revendiquer du quinquennat de François Hollande, alors que, les primaires n'étaient pas encore finies et que la présidentielle était en place. Voilà, c'est un problème de cohérence. Chacun a les cohérences qu'il peut. Moi, j'ai les miennes. S'il vous plaît, ne donnez pas le top départ parce que sinon on n'arrivera pas à le Allez, madame, souhaite répondre. Je vais juste répondre sur le sujet. Moi, le soutien d'Alain Juppé m'honore, et je l'assume. J'assume son amitié, j'assume son soutien, je le revendique et j'en suis extrêmement fière. Voilà, tout simplement parce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'admiration, de respect, de fidélité. Et c'est quelqu'un qui, à mon sens, a œuvré pour le bien de la France, et je pense que ça se respecte. Je sais que vous avez dit dans le cadre de la primaire que si Alain Juppé était élu, entre lui et Marine Le Pen, vous préféreriez Marine Le Pen, ce que vous avez dit à ce moment-là. Excusez-moi, j'ai pas le droit. Vous pouvez regarder, vérifier les propos qui ont été tenus. S'il vous plaît, on écoute les candidats. Madame, monsieur, j'ai accepté de participer à un débat qui me semble utile en termes de clarification. J'ai accepté de participer à ce débat alors qu'en effet, ils ne s'engagent pas, ils ont tout le droit et toute liberté de le faire. Son président et son président d'honneur ont pris position pour Jean-Frédéric Poisson. J'ai le droit aussi d'affirmer les amitiés qui sont les miennes, et le fait qu'Alain Juppé ait fait une exception dans cette circonscription, ça n'est pas totalement neutre, parce qu'il y a 577 circonscriptions, et s'il a fait une exception pour celle-ci, c'est peut-être qu'il y a une question non seulement d'amitié à mon égard, mais aussi une question de communauté de valeurs. Et en effet, je serai toujours plus proche des valeurs qui sont défendues par Nathalie Kosciusko-Morizet que celles qui sont défendues par la famille Le Pen. Bien. Faut-il rappeler ce que je disais tout à l'heure? Permettez-moi simplement de rappeler qu'il y avait 25 invités de chaque côté. Il n'y a pas 25. Il y a 25 personnes qui sont rentrées dans un camp, il y en a 62 dans l'autre. Si nous applaudissons à la proportion, l'impartialité est terminée. Au même titre que la réunion, si elle part sous cette forme. Bien, Karine, question à droite. Question. Donc, ma question est plutôt à M. Poisson. Je ne sais pas si Mme Berger voudra aussi revenir sur ce point. C'est un thème qui n'a pas du tout été abordé, je trouve que c'est dommage, c'est la question de l'environnement. Donc, je ne connais pas en fait vos positions, M. Poisson, sur la question de l'environnement. Je sais que lors d'un débat, d'un meeting qui avait eu lieu au moment de la primaire, vous aviez dit que si vous étiez élu, vous créeriez un ministère de la famille qui aurait un rang supérieur à un ministère de l'environnement. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez sur ce point, que vous clarifiez votre position. Et il faut que vous disiez aussi qu'est-ce que vous pensez de la création par le président de la République
d'un ministère de la transition écologique et solidaire qui, lui, a un rang de ministère d'État. J'ai plutôt une pratique qu'une connaissance de ces sujets. Ce que nous avons engagé ici, dans la communauté d'agglomération en particulier, c'est un certain nombre de solutions qui visent à faire entrer dans un territoire des dispositions prises sur un plan plus général. Je parle des diagnostics énergétiques, je parle des plans climat-énergie territoriaux, je parle de la transition énergétique, je parle de modes alternatifs de transport, je parle d'économie d'énergie, ce sont des choses que nous avons mises en place de manière exécutive. Autant de choses qui me paraissent absolument légitimes et tout à fait normales de voir figurer dans une loi. Ça figure d'ailleurs ces sujets dans toutes les lois sur l'environnement de manière absolument constante. Deuxièmement, le fait de nommer le ministre de l'Environnement ministre d'État, c'est un choix politique. C'est cohérent par rapport à la volonté qui est celle du président de la République, je le comprends. Moi, je souhaitais d'autres choix. Je vous ai dit tout à l'heure que je considérais que, même si on traite bien l'environnement, si on ne traite pas bien la famille, je suis pas sûr qu'on vive beaucoup mieux. C'est ça le point de départ de mon choix. Donc j'avais plaidé pour que ce ministère de la famille, oui, soit placé à un rang élevé dans l'architecture gouvernementale, pour qu'on comprenne bien quelle était l'importance du sujet, puisque par la question que vous posez, tout le monde s'entend sur le fait que la hauteur du ministre dans le tableau marque aussi la volonté politique. Où j'avais proposé à défaut que le ministre de la Famille soit placé directement sous l'autorité du Premier ministre pour pouvoir avoir un rôle complètement transversal, car la base de la famille, c'est d'être transversal dans les politiques publiques. Donc je n'ai pas d'objection particulière à ce que fait le président de la République sur ce point. C'est un choix politique qui n'est pas le mien. Je le regarde et j'en prends acte. Ensuite, sur ce qui se prépare sur les conférences internationales, il y a un certain nombre de bons dossiers en France. Je crois que nous avons une question à trancher qui est essentielle, c'est la place du nucléaire et de la transition énergétique des années qui viennent. Je trouve que le quinquennat de François Hollande a traité ça avec énormément de légèreté, pas beaucoup de sérieux ni de vision stratégique. J'attends avec impatience, parce que ça pour le coup je ne sais pas, ce que compte faire le président de la République sur ce point. Sur le reste, après, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'objection apportée sur les lois qui ont été prises, hormis le fait que ces lois conviennent à provoquer des distorsions de concurrence terribles entre l'agriculture française et l'agriculture d'autres pays européens. Ça, c'est un point qui me gêne. Le reste, après, très franchement, je ne vois rien de particulièrement gênant, ni d'ailleurs de particulièrement enthousiasmant. Merci. Une réponse à la question qui nous a posée. Oui, sur la question écologique, c'est en effet important de l'aborder dans ce débat et important dans notre territoire. Je pense qu'elle a parfois été mal défendue ou représentée par des personnes qui ont donné de la vision de l'écologie, une vision qui était soit punitive, soit parfois des ayatollahs de l'écologie qui, à mon avis, lui ont fait plus de tort qu'ils n'ont aidé à la transition énergétique et écologique. Dans le projet qui est celui du président de la République, sur le plan d'investissement que l'on prévoit, 50 milliards, 15 milliards sont justement pour la transition énergétique et écologique, et ça me paraît être un point essentiel du projet, que la question de l'adaptation de notre société, de nos territoires à l'urgence climatique notamment. Le fait que le président américain ait voulu sortir de l'accord de Paris me paraît être un signal extrêmement préoccupant, inquiétant pour notre avenir. Et je suis heureuse de voir que la société civile américaine, notamment aussi ces très grandes entreprises et multinationales, elles aient réaffirmé leur engagement de rester au sein de l'accord de Paris, qui est peut-être l'un des seuls aspects à mettre au crédit du quinquennat précédent, que d'avoir réussi cette conclusion d'accord qui me paraît fondamentale pour nous et pour en tout cas notre avenir. Bien, merci. Une question d'abord de vous. Oui. Merci. Ma question s'adresse à Madame Berger. Il y a de cela quelques semaines, vous étiez membre de LR comme moi. Et d'abord, la question, est-ce que vous avez grandi au moins votre cas? Parce que le parti ne vous soutient pas, même si vous imposez à dire que vous avez soutien dans les Juppé. Donc le parti LR ne vous soutient pas. Et en question numéro 2, je vous ai posé une question sur Twitter et vous m'avez bloqué gentiment. Est-ce que vous vivez sur la 10e circonscription? Parce que moi, je suis rempolitain, on ne vous a jamais vu sur le terrain, et aujourd'hui, vous pouvez peut-être pour être votre représentant à l'Assemblée. Donc, il faut me répondre à cette question, s'il vous plaît. Merci. Je suis ravie de clarifier ces points.
Je suis assez addict, peut-être comme vous, des réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'ai bloqué un certain nombre de personnes parce que, vous savez, parfois sur les réseaux sociaux, il y a aussi à boire et à manger. Quand j'ai vu des faux comptes, par exemple, se créer En Marche de Rambouillet pour dénoncer mon investiture, j'ai trouvé que ce n'était pas forcément approprié. Et en effet, j'ai bloqué un certain nombre de personnes qui étaient agressives. En général, vous pouvez regarder, si ça intéresse des gens, regardez les tweets que je peux faire. J'accepte au contraire le débat, et sinon, encore une fois, je ne serai pas là ce soir. Sur mon appartenance à LR, c'est très simple. J'avais pas repris ma carte en 2017, j'ai donc pas eu besoin de la rendre, et j'ai pas non plus eu besoin d'être exclu de ce parti. J'ai fait un choix extrêmement clair, qui est de considérer que la manière avec laquelle ce parti a évolué ne me correspondait plus. C'est la raison pour laquelle, après le choix de la primaire, qui était le choix de François Fillon, j'ai fait le choix, à un moment, de me mettre en retrait de ce parti et de rejoindre Emmanuel Macron. Quant au soutien d'Alain Juppé, encore une fois, je le réaffirme, je pense qu'il ne faut pas avoir de condescendance vis-à-vis de quelqu'un qui a été Premier ministre de la France, monsieur, et qui a fondé la famille politique au sein de laquelle vous êtes aujourd'hui. Et je suis très fière de ce soutien. Je ne revendique absolument pas le soutien des Républicains. D'autres ici se revendiquent de soutien de partis qu'ils n'ont pas obtenu, par exemple l'UDI, puisque Jean-Christophe Lagarde a réaffirmé que sur cette circonscription, personne ne pouvait se revendiquer de l'investiture de l'UDI. Vous pouvez aller voir les tweets justement de Jean-Christophe Lagarde, qui l'a dit de manière extrêmement claire. Donc je ne me revendique d'aucun soutien. Sur le fait que je suis ou non dans cette dizaine circonscription, vous avez déjà la réponse. Et j'ai aucune difficulté à dire à la salle qu'en effet, j'habite à quelques kilomètres, à Ménil et à Meaux, et que c'est le choix de vie que j'avais fait, et je l'assume. J'ai grandi à Méré, j'y ai vécu, mes parents y sont mariés, je connais, et j'ai la prétention de connaître un petit peu cette circonscription, et je suis élue aussi quelque part d'une partie de cette circonscription en étant conseillère communautaire au sein de 50 ans en ville auquel appartiennent Morpa et Poignard. Mais encore une fois, c'est un secret pour personne, et je pense que toutes celles et ceux qui étaient dans cette salle le savaient avant de venir ici. Mais si ça permet de clarifier les choses, j'ai aucun problème avec ça. 10 secondes pour toi, parce que tu es directement... Oui, c'est pour essayer d'en finir avec cette polémique sur les lignes. Moi j'ai des courriers encore récents, trésorier de l'écrit en m'expliquant bien sûr j'ai l'investiture de ces deux formations. Vous le lirez d'ailleurs, Philippe Vigier était là il y a quelques jours en sud du département, il faisait partie de la Commission nationale d'investiture. Le deuxième des trois membres de la Commission nationale vous le confirmera. En tout état de cause, si M. Lagarde prend ses désirs personnels pour des traités internationaux, c'est son affaire. Mais en tout cas, moi je vous redis que les choses sont comme je l'ai dit et pas autrement. Bien, il reste 4 questions, parce que sinon on sera hors sujet. On va commencer par la dame qui a commencé à le après. Oui, pardon. Bonsoir, ma question s'adresse à Mme Berger. Puisqu'on en est à la clarification, en fait, je voulais que vous nous parliez de votre adhésion le 25 janvier dernier à une association anti-Macron et pro-Fillon qui s'appelle Droite Libre. C'est ça. Vous pouvez en parler à la présidente de cette association, qui est Virginie Calmex, qui est première adjointe au maire de Bordeaux, à savoir Alain Juppé, qui pourra vous confirmer, si vous voulez, on peut l'appeler en direct, que je n'ai pas adhéré à cette association. Donc si vous voulez, je vous donne le numéro de portable de Virginie, vous pouvez l'appeler, elle vous confirmera les meilleurs rapports que nous avons ensemble, elle et moi, parce que nous avons fait en effet une campagne ensemble pour Alain Juppé, et vous connaissez vraisemblablement l'amitié qui me lie à lui, et elle pourra vous confirmer elle-même de vive voix, si vous voulez, je vous donne son portable sans aucun problème, on peut l'appeler, que je n'ai pas adhéré à cette association. Question à droite là, dépêchez-vous madame. Oui, bonsoir. Ma question s'adresse à Monsieur Poisson. Je n'ai rien vu dans votre programme sur la culture. J'aimerais savoir quelle vision vous avez de la culture. Et si vous êtes réélu, quels seraient vos objectifs concernant la culture pour les adultes, pour la jeunesse et pour les enfants? Là encore, je m'appuie sur l'expérience qui est la mienne, d'avoir eu pendant quelques années la responsabilité d'une programmation culturelle qui est aujourd'hui entre les mains de Mme Deméchis, qui n'est pas loin, qui porte sur l'éducation musicale et la diffusion de cette programmation dans un territoire. Moi je crois que le pivot de l'action culturelle, ce sont les collectivités. Et je pense que l'État doit garder ce qui est la protection du patrimoine, c'est ce que nous vivons par exemple au Château Rambouillet ou ailleurs, et que le reste peut être confié aux collectivités locales. Je pense que ces collectivités locales doivent assumer la part de formation initiale de l'éducation artistique et culturelle. Et je crois que
là encore, une bonne piste de réflexion se trouve dans le recours et la facilité des opérations de mécénat et de financement par des opérateurs de droit privé. Parce que il me semble que beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets sont plus facilement supportés par des financements privés que par des financements publics. Et donc, si je résume, le patrimoine, c'est pour l'État, la formation, on va dire fondamentale et au-delà, en termes d'éducation artistique, tout compris, c'est plutôt l'ordre des collectivités locales, elles-mêmes ou en partenariat avec des structures associatives, et pour la création, un ou les collectivités locales avec le recours au mécénat privé. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Alors, vite à ce sujet. Oui, je sais qu'on fait des choix et donc du coup le sujet n'a pas été abordé. Moi, je pense que le ministère de la Culture a un rôle essentiel à jouer, non pas pour nous dire ce qui relève ou non de ce qui est une bonne ou une mauvaise culture, mais déjà parce qu'il y a un lien patrimonial qu'il faut garder et entretenir. Ensuite, par rapport au sujet précédent que nous avons évoqué, c'est-à-dire que si on parle justement du sentiment d'appartenance à notre nation, la culture joue un rôle primordial, essentiel, et les moyens doivent être aussi pour sa diffusion. Donc on a non seulement un enjeu de préservation de notre patrimoine culturel, mais on a aussi un enjeu qui est celui de faire vivre le spectacle vivant notamment, et tout l'effort ne peut pas reposer sur les collectivités locales en la matière. Et je pense notamment en termes d'égalité territoriale que la question du ministère de la Culture et de ses moyens est majeure. C'est bien. Madame Nasri, après, monsieur, ne levez pas les bras à chaque fois, monsieur, vous allez là-bas, je vous ai dit, c'est ok. Oui, ça y est, ça marche. Bonsoir, d'abord je voulais vous remercier effectivement d'être venu débattre dans notre circonscription. Je voudrais seulement, comme m'a demandé d'être court sur la question, je vous ai beaucoup entendu sur votre sémantique, il y a beaucoup de, je crois, d'opportunités, voilà, c'est des mots que vous avez répétés beaucoup, donc je pense qu'effectivement vous avez une opportunité sur ce territoire, mais moi je n'ai rien entendu sur le territoire réellement. Vous avez débattu sur les sujets nationaux qui ont déjà été débattus, le président de la République et M. Macron, donc voilà, on le sait, etc. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est votre ambition pour notre territoire, comment vous voyez cette ruralité, comment vous voyez, si demain, avec votre opportunité, les je crois et votre ambition, vous êtes secrétaire d'État ou je ne sais quoi, qu'est-ce que vous nous apporterez que nous n'avons pas déjà eu et qui est, parce qu'effectivement, notre territoire est très attractif et a été jusqu'à maintenant extrêmement bien géré. J'ai tout d'abord répondu aux questions qui ont été posées. Nous avons tous les deux, en tout cas, tâché de répondre aux questions qui nous ont été posées. Et d'ailleurs, Jean-Frédéric Poisson lui-même a réaffirmé dans le débat que l'enjeu n'était pas tant le territoire, mais que nous étions candidats tous les deux pour être des députés nationaux. Ce sont ces termes. Mais pour répondre sur votre... sur la question que vous posez, c'est pour moi ce qui me semblait avoir... Ce que j'ai dit, il me semble, en tout cas j'ai essayé dans l'introduction. C'est-à-dire que j'estime qu'aujourd'hui, on a une forme de double peine, parce qu'on est doublement oublié des politiques publiques en étant des ruraux et en étant en grande banlieue. Parce que, notamment, notre département, le conseil départemental, concentre un certain nombre de ses moyens sur le nord du département et la vallée de la Seine, plutôt que sur le sud du département, et ça se ressent. À cet égard, peut-être que nous aurons un point d'accord, je pense que la question de la fusion des départements entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines sont un projet qui n'est pas forcément de nature à nous rassurer sur les moyens qui seront mis à notre disposition dans le sud du département. Sur ce territoire, sur comment faire vivre la ruralité, moi j'ai dit que pour moi c'était un enjeu d'attractivité. Je liais évidemment à la question de l'agriculture, on peut lier à la question de la chasse, on n'en a pas parlé ce soir, qui me semble essentielle dans la protection de la nature et de la biodiversité, notamment sur notre territoire.
et sur les différentes politiques publiques qu'on veut mettre en place. Et moi, il me semble que le projet du président de la République, il est justement puissant pour ce territoire. Quand on parle de modernisation de l'agriculture et qu'on met 5 milliards sur la table pour l'agriculture, il me semble évidemment que notre territoire va en bénéficier. Quand on parle de la suppression du RSI pour les indépendants, il me semble que ce territoire va pouvoir en bénéficier. Quand on parle de la transition écologique et qu'on met 15 milliards sur cette transition écologique, il me semble que ce territoire va également en pouvoir en bénéficier. Quand on dit qu'il n'y aura plus de suppression de classes dans les zones rurales, il me semble que ce territoire va en bénéficier. Quand on dit qu'on va dédoubler les classes en CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire, il me semble que ce territoire va pouvoir en bénéficier. Et je peux décliner comme ça le projet, parce que pour moi c'est ça le cœur du projet du président de la République, et c'est comment justement on peut en avoir les meilleurs fruits au sein de ce territoire, et comment on peut réorienter les moyens du département et de la région au sein de notre territoire. Merci, Miguel. Alors, vite après, ce sera le monsieur à la chemise blanche. Après, Jean-Frédéric sera intervenu quelques instants. Et le monsieur à la chemise rose, après quoi ce sera terminé, plus de questions. C'est vrai qu'en termes de protection de la chasse, avec Nicolas Hulot comme ministre de l'Environnement, ils ont bien là. Deuxièmement, un député, chère madame, ça n'a pas de carnet de chèques. À part la réserve parlementaire, mais ça ne fait pas 15 milliards. Et donc je crains que, comment dire, une forme de, comment dire, un peu d'illusion sur cette vision et ces possibilités. Troisièmement, un député, ça constate les décisions que prennent les conseils régionaux et départementaux, ça peut y prendre part indirectement, ça peut essayer de les infléchir, mais ça ne les change pas. Ou non simplement de la séparation des pouvoirs entre la ligne exécutive et le pouvoir législatif. Alors, bien sûr, on connaît les conseillers départementaux et régionaux, il y en a ici dans cette salle, on est capable de travailler avec, mais très franchement, ne nous méprenons pas sur la capacité des parlementaires, surtout puisqu'ils n'ont plus, du fait du cumul des mandats, ils n'ont plus, sur la capacité des parlementaires à engager de manière formelle et en prenant des engagements qui sont des quasi-promesses, des choses qui ne dépendront pas de leur volonté. Je le répète, une des conséquences de l'évolution de la loi sur le cumul, c'est que c'est la part d'influence, de travail et de relation, comment dire, qui va devenir la part prépondérante de l'action du député dans un territoire. Pas davantage que ça, c'est déjà beaucoup, mais encore une fois, ça ne met pas de sous dans la caisse, et ça ne permet surtout pas de décaisser des sommes sur lesquelles on n'a pas de décision. La question prévue. Non, attendez, la question au blanc, pardon. Oui, ma question s'adresse à Mme Berger. Je voudrais revenir sur un sujet d'actualité qui est la lutte contre le terrorisme. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, en mettant en avant un certain nombre d'outils et d'actions qui sont déjà connus, donc rien de bien nouveau et de bien innovant en la matière. Mais avant de devenir un terroriste plutôt, il y a tout un cheminement qui passe par le phénomène de radicalisation, notamment chez les jeunes, et notamment chez des jeunes de plus en plus jeunes. Et quelles sont vos propositions en la matière pour prévenir la radicalisation chez les jeunes? Et pensez-vous en la matière que les collectivités territoriales ont un rôle à jouer dans la chaîne de la prévention? Et si oui, lequel? Et que proposez-vous comme action? Alors, il me semblait qu'on avait abordé quand même ce sujet sur la lutte contre le terrorisme, et j'avais parlé évidemment de la question de la déradicalisation et justement de cette chaîne qui faisait que des gens qui sont français se retournent contre la France et en viennent à commettre des actes terroristes. Plusieurs choses, peut-être me répéter pour certains dans la salle, mais la question du renseignement territorial est essentielle pour détecter et pour prévenir le terrorisme. Et le fait qu'on ait supprimé le renseignement territorial n'a pas été une arme efficace de prévention et d'aide à la détection. La question évidemment du renforcement de nos forces de sécurité, qu'elles soient sur la sécurité quotidienne et qu'elles soient aussi mises sur justement le renforcement de nos effectifs en la matière. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires, c'est un engagement extrêmement puissant. La question d'une task force adossée au président de la République de manière directe sur la lutte antiterroriste. Je pense que ces sujets-là avaient été précisés. Je m'en excuse s'ils n'avaient pas été suffisamment clairs. Bien, dernière question. Oui. Jean-Luc Meillou, j'ai été aux Nations Unies pendant 28 ans comme administrateur principal
Et à cette occasion, j'ai pu approcher des problèmes du Proche-Orient, et en particulier de la Syrie. Et je voudrais apporter un témoignage très rapide. C'est que ces pays, il ne faut pas les aborder en noir et blanc. Il y a beaucoup de gris. Donc il ne faut surtout pas, et je pense que là je vous mettrai d'accord tous les deux, il faut approcher ces problèmes avec beaucoup de lucidité et d'humilité. Donc, je dois dire que le Liban, qui a souffert pendant des années des agressions du père de M. Assad, espère maintenant, je parle du Liban chrétien et même du Liban traditionnel, espère que Assad va rester jusqu'au moment où il sera remplacé par une structure, je dirais, solide. On a vu l'exemple de la Libye, on a vu le fiasco que ça a rempli. Il ne faut pas recommencer la même chose, selon mon expérience, avec la Syrie. Donc, la Syrie est un pays, d'abord, qui est un mélange de sunnites et de chiites. Les sunnites sont quand même financés en Syrie contre les Alaouites par l'Arabie Saoudite et par le Qatar. Monsieur, pardonnez-moi, pour que ce soit votre témoignage, votre question. Alors la question, je n'ai pas une question simplement portée mon nom, j'ai porté un témoignage qui est tout à fait libre de tout, mais simplement je voulais apporter mon expérience. On envisage à l'idée de faire une réunion sur ce thème-là et vous serez le bienvenu d'un point de vue. Bien, nous sommes en phase complètement terminale de cette réunion. Les questions parvenez-nous, quelles que soient vos volontés, il y a des limitations, c'était promis de faire 20h, 20h30, on a dépassé ça très largement. Donc il reste 5 minutes aux députés Poisson et à madame. Oui, tu as commencé tout à l'heure, c'est ça? Donc tu finis. Merci, donc c'est à vous. 5 minutes à gauche, 5 minutes à droite, et puis le président conclura. Déjà, je voulais vous remercier. J'espère que ce débat aura été de qualité suffisante, en tout cas par rapport à ce que vous en attendiez, pour permettre une clarification des points de vue, des projets. Je me tiens évidemment à votre disposition. Alors ce soir jusqu'à minuit, malheureusement, parce que la campagne officielle s'arrête demain, mais je l'espère bien la semaine prochaine pour continuer à répondre aux questions qui seraient les vôtres et à essayer de clarifier au maximum le projet qui est le mien. Je porte le projet qui est celui du président de la République. Je porte le projet qui est celui d'une majorité parlementaire, parce que j'espère qu'on aura une majorité parlementaire suffisamment forte, suffisamment stable, suffisamment cohérente pour mettre en œuvre le projet qui a été porté en tête de l'élection présidentielle au premier tour de l'élection, y compris dans cette circonscription, et qui a été choisi au second tour, car, notamment dans cette circonscription, le président de la République a réalisé près de 77% de vos suffrages, et je vous en remercie par rapport à la clarté en termes de valeur que cela a permis. Je pense que vous avez vu ce soir des projets qui sont différents, et encore une fois, c'est pour ça que vous nous avez invités, c'était justement parce que nous avons des projets qui sont différents. Et pour moi, il y a deux questions, en effet, qui vont se poser à vous ce dimanche, et peut-être même le dimanche suivant. C'est à la fois, est-ce que oui ou non, vous voulez donner une majorité parlementaire au président de la République pour qu'il ait les moyens d'agir, pour qu'il ait les moyens de gouverner, pour qu'il ait les moyens de réformer notre pays? Et est-ce que vous voulez une parlementaire qui est proche de lui aussi pour le faire? Et d'autre part, quel est le projet de société que vous voulez? Vous avez entendu les divergences fortes, moi je l'assume. Je suis très heureuse d'avoir eu l'opportunité, en tout cas, de ces clarifications, de vous exposer quelles étaient mes valeurs. J'ai toujours été une femme libérale, européenne, humaniste, progressiste. Ce sont les mots qui m'ont toujours caractérisée. Et je continuerai à avoir ces valeurs-là. C'est celles qui font qu'aujourd'hui, Alain Juppé me soutient dans cette circonscription. C'est celles qui font que le président de la République m'a choisi aussi pour être votre candidate. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et pour être resté aussi longtemps dans le débat. Et je remercie les organisateurs de ce débat d'avoir eu cette initiative qui me semble avoir été utile. Et je l'espère en tout cas à chacun d'entre vous. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Je vous le répète, moi je ne crois pas que le projet d'Emmanuel Macron servira au redressement de la France. Une des raisons pour lesquelles je ne le crois pas, c'est qu'au fond, il n'y a pas de monde qui le connaît. Et j'ai croisé dans cette campagne beaucoup plus d'hésitation, d'interrogation, on va dire d'inquiétude, que de conviction et de détermination à faire en sorte que, en raison de ce projet, il obtienne la majorité qu'il souhaite à l'Assemblée nationale. J'ai débattu avec Emmanuel Macron pendant des centaines d'heures à l'Assemblée nationale sur la loi qui porte son nom. J'ai lu attentivement ce qu'il écrit, car je me renseigne sur les personnes avec lesquelles je suis censé me confronter. J'ai écouté attentivement quelques-uns de ces meetings de la présidentielle. Je vois le projet qui avance, qui consiste à faire de la France un pays anglo-saxon de plus dans la mondialisation. Dans une Europe ouverte aux 4 vents, qui signera le traité d'ACTA, parce que Emmanuel Macron est le seul de tous les candidats à la présidentielle à avoir soutenu cette mécanique de traité. Et donc ça, c'est la France que je ne veux pas. Je ne voulais pas non plus d'un président capable de dire que les colons algériens avaient commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Je ne voulais pas non plus d'un président de la République maintenant qui a prétendu, même si c'était pour rire et sans faire attention, qu'il n'y avait pas de culture française. Et je pense que ça n'était pas pour rire ni sans faire attention. Je ne voulais pas de ça. Et aujourd'hui, cet homme est président de la République. Ce sont les institutions. C'est la règle du jeu. Il y a un certain nombre de dispositions qu'il prendra et que nous soutiendrons. Je l'ai fait dans l'opposition pendant 5 ans. Nous avons voté une quinzaine des textes présentés par la majorité au Parlement entre 2012 et 2017. Jamais l'existence de l'opposition dans laquelle j'étais n'a empêché aucun des textes gouvernementaux d'aboutir et d'être adoptés par le Parlement. Jamais. Certains avec notre concours, la majorité sans. Je voterai un certain nombre de dispositions, je vous l'ai dit, sur les réductions des impôts des entreprises, quelques dispositions sur la moralisation de la vie publique, même si ça a changé de nom. Un certain nombre d'autres choses sur l'accroissement du budget de la défense, même si je pense que ça ne sera pas suffisant. Mais vous ne pourrez pas me demander de voter des choses dont je pense qu'elles sont néfastes pour notre pays. Parce que nous sommes en fait dans la même trajectoire que celle de François Hollande, et nous allons probablement avoir devant nous 5 ans de volantisme de plus, avec un peu plus de business, un peu plus de banques, un peu plus de commerce, et sans doute un peu moins de protection, et un peu plus de fragilité encore pour ceux qui sont déjà trop fragilisés dans le corps social que nous sommes. Moi, je défends le modèle social français, parce que j'ai confiance en lui. Et je le défends contre toutes les agressions qu'il subit. Et je ne crois pas que le président de la République soit d'accord avec ce modèle. C'est la raison pour laquelle, pour ces deux raisons et ce motif, je vous demande et je vous remercie de votre confiance le 11 et certainement le 18 juin prochain. Merci pour ce débat. Bien. Mesdames et messieurs, il me revient l'honneur de conclure cette soirée. C'est une première pour un dialogue et la démocratie. Et je dois dire, cher Mme Berger, cher Jean-Luc Poisson, que c'est une réussite. Ça l'est parce que tous les deux, vous avez abordé le débat avec respect et dignité. Et c'est tout de même ce que nous souhaitons, nous, à Avenir de la démocratie. Un certain nombre d'entre vous sont adhérents. Et nous sommes tout à fait prêts à accueillir tout le monde. Une réserve quand même. Une seule, elle a beaucoup de sens pour nous, c'est que quand on échange dans ce club, on n'a pas forcément les mêmes idées, on n'a pas forcément les arguments, mais on se respecte, on laisse parler les gens jusqu'au bout, et même si on n'est pas d'accord à la fin, ben on s'apprécie et on est toujours dans la convivialité. C'est, je crois, à peu près ce que nous avons pu obtenir ce soir, et c'est en grande partie, bien sûr, aux candidats, mais aussi à vous tous, parce que vous avez été respectueux de ce que nous avions souhaité. Je rappelle que c'était l'organisation que Avenir, Dialogue et Démocratie voulait et souhaitait. Donc encore un grand merci à vous. Et aussi, parce qu'on les a peut-être vus et pas forcément cités, je voudrais, si vous permettez, citer Pascal Gautret, la suppléante de Jean-Philippe Poisson, et Gilles Schmitt, le suppléant d'Aurore Berger. Je voudrais aussi vous demander d'applaudir
si vous le souhaitez, je crois que vous pouvez, notre délégué général Hervé Le Gall, qui a su mener ce débat avec toute qualité. Je remercie le conseil d'administration qui a organisé un peu en rapidité toute cette affaire. Et puis, parce que c'est l'usage, il y a encore quelques heures pour vous avant cette fin de campagne, premier tour naturellement. Vous souhaitez bien sûr à tous les deux bonne chance. Le meilleur gagnera, en tout cas celui qui aura été le plus convaincant. J'espère qu'en tout état de cause, le gagnant sera la France, notre nation. Et encore une fois, bonne soirée. Merci à vous tous.